raconte. Christophe Ondelatte. Un tueur en série des années 70 au programme. Un certain Bernard Pesquet, qui a tué au minimum 6 personnes, et possiblement beaucoup plus. C'est avec le légendaire commissaire de la crime Claude Cancès que je débrieferai cette histoire, d'autant qu'il aborde cette affaire dans son best-seller qui vient d'être réédité aux éditions Marais, Histoire du 36, 100 000 exemplaires vendus à ce jour. J'ai écrit mon récit avec Thomas Audouard, réalisation Boris Patchinski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Allô ? Bonjour madame. Vous êtes la secrétaire de monsieur Bergot, c'est cela ? C'était pour vous prévenir que monsieur Bergot et son épouse quittent Neuilly pour quelques jours. Donc vous pouvez prévenir son chauffeur qu'il se passera de ses services aujourd'hui. Entendu ? C'est comme ça que cette histoire commence un matin de juillet 76, par un coup de fil. Un coup de fil de qui, ça ? Quand elle raccroche, la secrétaire de M. Bergot n'en a aucune idée. Le type à l'autre bout ne s'est pas présenté. M. Bergot, Émile Bergot, est administrateur de biens. Il a 76 ans et il travaille toujours. C'est un galure, un bourgeois pur sucre, avec un grand appartement à Neuilly et une boniche à domicile. La classe. Et donc, selon le monsieur qui vient d'appeler, il serait parti en week-end avec Bobonne sans prévenir sa secrétaire. Elle le connaît, son patron. Émile Bergot n'est pas du tout du genre à faire passer ses messages par d'autres. Elle se dit, il est étrange, ce coup de téléphone. Alors elle appelle la fille des Bergot. Elle tombe sur son mari. Oui, la personne ne s'est pas présentée au téléphone. Elle m'a juste dit que vos beaux-parents étaient partis pour quelques jours et qu'en conséquence, ils n'avaient pas besoin de leur chauffeur. Et bon, moi, si je vous appelle, c'est que connaissant bien Monsieur Bergot, j'ai quand même trouvé ça très étrange. J'avoue que je suis surpris aussi. Il ne nous a pas prévenus non plus. Et je vous concède que ce n'est pas du tout son genre. À ce titre, c'est inquiétant, en effet. Quand il raccroche, le gendre se dit « J'appelle la police ». Oui, voilà. Ils habitent à Neuilly, 54 boulevard Maillot. Si vous pouviez aller voir sur place, ma femme et moi serions soulagés, je ne vous le cache pas. L'après-midi même, 2 policiers de Neuilly-sur-Seine se rendent sur place. La concierge le rouvre, il monte à l'étage, il sonne. Pas de réponse. Et pourtant, la bonne est censée être là. Au moins elle. Alors ils redescendent dans la rue, ils sonnent à l'immeuble d'à côté, et ils parviennent à convaincre un voisin qui habite au même étage que les Bergot, le 4e étage, de les laisser passer par le balcon. Et là, façon Belmondo, l'un des 2 policiers s'engage sur la corniche jusqu'à atteindre le balcon des Bergot. Il casse une vitre et il pénètre dans l'appartement. Et là, stupeur. Tout est sans dessus dessous. La famille avait raison de s'inquiéter, ils ont été cambriolés. Et puis le policier avance dans l'appartement et il tombe sur des traces de sang. Il les suit jusqu'à la chambre des Bergot. Oh ! Ils sont là, 2 cadavres, empilés l'un sur l'autre sur le lit. Émile Bergot est ligoté, sa femme Élicia est couverte de coups. Les 2 corps sont criblés de balles. Le policier avance encore, il ouvre les portes une par une, et dans les toilettes, il découvre le cadavre de la bonne. Elle est assise sur la cuvette. A priori, elle aussi a été tuée d'une balle dans la tête. Elle présente aussi des traces d'étranglement. Quel carnage! Le policier va tout de suite ouvrir la lourde pour faire entrer son collègue, et puis d'autres policiers arrivent, et ils se mettent à compter les balles par terre. Bon, j'en ai compté 7. C'est du 7,65. Je sais pas ce que t'en penses, mais a priori, on est sur un cambriolage qui part en sucette, hein. Pas de traces d'effraction sur la porte, donc c'est la bonne qui est ouverte. Ils entrent, ou il entre, il tue tout le monde, et il prend tout ce qu'il peut prendre. T'as regardé s'il manque des trucs ? Ah ben oui, ouais, viens voir. Leur coffre-fort, là, il est vide. Donc je pense qu'ils n'ont pas été tués tout de suite. Hein.
Ils ont dû les torturer jusqu'à ce qu'ils balancent les codes du coffre. Et après, ils les ont achevés. 3 cadavres dans le même appartement. C'est une affaire pour le 36 quai des Orfèvres, ça. 2 costards de la brigade criminelle, les commissaires Ottavioli et Cancès, débarquent sur place. La fille des Bergot vient d'arriver. Bonjour madame. Toutes nos condoléances. Nous aurions besoin de faire un inventaire rapide de ce qui a été volé à vos parents. Est-ce que vous avez une idée? Oui, j'ai regardé. Il manque les bijoux de ma mère et aussi une quantité importante de pièces qu'il possédait. Et probablement les lingots qui étaient au coffre. Je ne sais pas précisément combien il y en avait, mais je sais qu'il y en avait. D'après le légiste qui vient lui aussi d'arriver, les corps sont encore tiennes. La tuerie remonte au plus à quelques heures. Les policiers se lancent dans la fouille de l'appartement. Et sous le lit, ils trouvent le sac à main de madame. Ils l'ouvrent. À l'intérieur, entre autres, il y a un devis d'une entreprise de peinture. Alors, bon, c'est un devis pour la pose d'une nouvelle tapisserie dans la chambre de leur bonne. Ah, intéressant, il y a une lettre qui accompagne le devis, écoute ça. Le gérant de l'entreprise, un certain Pesquet Bernard, écrit qu'il viendra récupérer les échantillons de papier peint le 29 juillet à 11h30. C'est aujourd'hui, ça. S'il est venu, il a peut-être remarqué quelque chose ou quelqu'un, ou alors il est mêlé au crime. Quoi qu'il en soit, faut qu'on aille le voir, hein. Ça, c'est pas compliqué. L'entreprise est basée à Pierrelet, dans le Val d'Oise. Ils iront demain. Aujourd'hui, dans une enquête comme celle-là, les policiers iraient tout droit fouiller dans le fichier informatique pour savoir s'il y a quelque chose sur ce Bernard Pesquet, poseur de papier peint. Sauf qu'on est en 76. Il n'y a pas d'informatique. Le fichier est constitué de fiches cartonnées. Et en plus, il est stocké au Chénet, en banlieue. C'est aux fraises, le Chénet. Pas le temps d'attendre. Le lendemain matin, les policiers du 36 débarquent chez le poseur de papier peint, sans savoir une seconde à qui ils ont affaire. Un pavillon, pas très reluisant, entouré de tout un tas de bâtiments glauques. Ils sonnent, personne. Alors ils vont voir les voisins. Bonjour monsieur, nous cherchons monsieur Pesquet. Bernard, il n'est pas chez lui? Bah, vous l'avez pas vu? Il est juste là, dans la rue, là-bas. Le gars qui s'en va, là-bas. Le gars est en train de se carapater. Les policiers le rattrapent. Pourquoi est-ce qu'il a essayé de se barrer, lui? Il a des choses à se reprocher. Pendant ce temps-là, au 36, on a enfin mis la main sur le pédigré du coco. Bon, j'ai du lourd sur ce Pesquet, hein. Il a un joli casier judiciaire, hein, le monsieur. Ah bon? Vas-y. Eh ben, figure-toi qu'en août 41, en pleine guerre, il a tué un homme, un certain Julien Quibel. Il a tué à coups de barre de fer. D'après sa fiche, le gars était son amant, mais lui a jamais voulu le reconnaître. Et pourquoi est-ce qu'il l'a tué alors? On sait pas vraiment. Il a jamais reconnu les faits. Il a dit à l'époque que le gars était en collabo, qu'il avait sans doute été tué par des résistants, mais bon. La vérité, d'après ce que j'ai lu, c'est que il l'a tué pour le voler, quoi. Point barre. Ce Pesquet qu'ils viennent d'arrêter a donc déjà tué pour du pognon. Et pour ça, il a pris perpète. Il a fait 20 ans et il est sorti il y a 15 ans. C'est là qu'il a créé sa boîte, cette entreprise de peinture Pesquet. Et là, mes amis, petite surprise, ce nanar est devenu une sorte de petite vedette locale. Alors, bon, selon les infos que j'ai rassemblées sur lui, donc à sa sortie de prison, il crée sa boîte de peinture, et là, tiens-toi bien, il se lance dans la réinsertion des jeunes repris de justice. C'est-à-dire qu'il les embauche à leur sortie pour tenter de les remettre sur le droit chemin. C'est un héros, hein, notre Pesquet. Et attention, hein, quand je dis que c'est un héros, j'exagère à peine, hein, parce qu'à ce petit jeu, il est devenu un notable, figure-toi.
Pendant des années, le maire et le curton de Pierrelet sont venus lui serrer les pompes. Mais attends, hein, c'est pas tout. La suite est, comment dire, a priori moins héroïque. En 63, Pesquet, qui est toujours célibataire, fait passer une petite annonce dans le journal. Il cherche une bonne femme et une greluche mort à l'hameçon, une certaine Christiane Ruot, une Bretonne, beaucoup plus jeune que lui, 21 ans de moins. Il se marie en 68 et 6 ans plus tard, disparue, la Bretonne. Alors c'est lui qui a signalé sa disparition. Hein. Il a raconté à l'époque que c'était une coureuse, qu'elle était sans doute partie avec un autre homme, quoi. Attention, je n'ai pas dit qu'il l'a butée elle aussi. Je ne l'ai pas dit. Mais compte tenu du profil du bonhomme et ce qui vient de se passer là, 2 ans plus tard, disons que c'est une hypothèse. Donc on se résume. En 41, Pesquet tue une première fois. En 74, sa femme disparaît. Et aujourd'hui, en 76, le voilà soupçonné d'un triple meurtre. Celui du couple Bergot et de leur boniche. Sacré nanar! Sacré nanar! Bernard Pesquet se retrouve en garde à vue face au commissaire Cancès. Costard gris, chemise blanche, les cheveux bien peignés, il n'a pas du tout la tronche d'un tueur en série. Bon, nous pensons que vous êtes mêlé au triple meurtre de Neuilly, monsieur. Moi? Oh mais non. Oh, jamais de la vie. Cancès le sent à son regard. Il ment. Et ça se confirme assez vite. Entrez. Patron, vous avez 1 minute? J'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais vous prévenir, patron. On a trouvé ça dans l'arfeuille de Pesquet. Tiens. Une carte American Express au nom d'Émile Bergot. Le commissaire Cancès la lui colle sous le nez. Il a une explication, bien sûr. Moisi. Quand je suis allé chez eux pour récupérer les échantillons de tapisserie, en retour, je me suis aperçu que la carte s'était glissée dedans. Mais j'avais l'intention de le lui rendre. Je vous jure. Quand on jure, nanar, faut pas mentir. Question d'honneur, nanar. Bref, Bernard Pesquet se retrouva inculpé du triple meurtre de Neuilly. Étape suivante, les policiers du 36 le ramènent chez lui pour une perquisition. Il s'agit de fouiller sa baraque, mais surtout les bâtiments qui sont autour. Un sou, vous n'avez pas idée. On n'est pas loin de la décharge, ou de la casse auto. Et avec ça, des rats, des puces, des cafards, et même des poux. Ça fouille. Et soudain... Patron, venez voir. Dans un tiroir, l'un des poulets vient de tomber sur des lingots. Je vous jure que c'est moi. Quoi? Je gagne bien ma vie. J'ai pas honte de ça. Je te l'ai déjà dit, nana. Faut pas jurer quand c'est pas vrai. Et les bijoux de Madame Bergot dans le tiroir, là, c'est à toi aussi. Et les pièces de monnaie étrangères. Et les clés de chez les Bergot. Qu'est-ce qu'elles font là? C'est vous qui avez planqué tout ça chez moi, quoi, hein, pour me faire tomber. Je les connais, vos méthodes. À part ça, les flics du 36 ont une idée en tête. Il est sorti de tôle en 61. 15 ans plus tard, il tue les Bergot et la bonne. Entre les deux, il a rien fait. Il a tué personne. Il est resté sage comme une image. Alors ils font venir une pelle mécanique pour retourner tout son terrain. On verra bien ce que ça donne. En attendant, les flics viennent de trouver une preuve accablante. Un pistolet, calibre 7,65. Si la balistique confirme que c'est l'arme du crime, t'es cuit, mon nanar. T'es cuit comme un chapon à Noël. Lui, pendant ce temps-là, les gars du 36 l'ont installé dans son salon.
Il est impassible. Dis-moi, Pesquet, elle est jolie cette photo sur ton buffet, là. C'est qui la femme en robe de mariée, là? C'est ta femme? Bah oui, c'est Christiane. Elle a disparu il y a 2 ans. Disparu? T'es sûr qu'elle a disparu? Ah bah oui, oui. Je pense même qu'elle s'est cassée avec un de mes représentants, la salope. Nana! Enfin, on ne traite pas une femme de salope. Surtout avec ce qu'on vient de retrouver chez toi. La carte d'identité de ta Christiane. Et son chéquier. Et il y a sa voiture dans le garage. T'es sûr qu'elle est partie toute seule comme une grande, maman? La fouille de son pavillon reprend le lendemain matin. Allez, viens, parce que viens. On va fouiller ta cave. Tu viens avec nous? Et là, d'un coup, l'oiseau devient blême. Il y a quelque chose qui va pas, parce que le sol de la cave est en terre battue. Les policiers vont chercher des pelles et ils se mettent à creuser. Pourquoi t'es blanc comme un chou-fleur, mon nanar? Il y a un problème? Et quel problème? On de la raconte la suite de votre récit. Les flics creusent la cave sur 1 mètre de profondeur. Stop! Oh putain, elle est là. Elle est là, ta femme, nana. Une momie, en position fétale, emballée dans du plastique, avec des bottes et un tablier. L'autopsie dira qu'elle est morte d'une balle de 7,65 tirée dans le dos. Et si on creusait encore, hein? Allez, c'est reparti. Quelques pelletés, et les policiers tombent sur un 2e cadavre. Un homme en costard et gabardine beige, enroulé dans une bâche plastique. C'est qui celui-là, nana? Hein? C'est qui? Bon, il n'y a pas d'autres cadavres dans la cave, mais il y en a peut-être ailleurs. Et si on allait voir dans les hangars? Il y a de gros blocs de béton dans l'un d'entre eux. On voit pas bien à quoi il sert. Ça va pas être du gâteau à percer. Mais on sait jamais. Bon, Pesquet, on va pas perdre de temps. Le premier cadavre, c'est ta femme, on est d'accord? Ouais, on est d'accord. Et le monsieur à côté, alors, c'est qui? Ben, c'était son amant. Un certain Henri Franqui. Un agent immobilier de 72 ans, disparu au mois d'avril dernier. Et il n'est pas du tout sûr qu'il ait été l'amant de madame. Car l'enquête va raconter une autre histoire. L'histoire d'un agent immobilier qui était venu pour acheter le pavillon et les baraquements auto, et qui l'a dézingué. T'as la gâchette facile, hein, mon nana? D'après la balistique, tu l'as tué avec le même pistolet que les 4 autres. Et comme par hasard, tout l'argent liquide qu'il avait chez lui a disparu. Et pourquoi t'as utilisé son chéquier depuis? Et pourquoi t'as vendu sa voiture? On dirait bien que tu l'as tué pour son pognon. Comme à chaque fois. T'aimes l'oseille, hein, nana? T'aimes bien l'oseille, hein? Et s'il en avait tué d'autres? Beaucoup d'autres. Chez lui, on a trouvé une boîte à chaussures pleine de cartes d'identité, dont les paplards d'une famille tout entière portaient disparues. Ça donne du cœur à l'ouvrage, tout ça. Malheureusement, les policiers retournent tous ces hangars, ils dézinguent les blocs de béton suspects. Ils ne trouvent aucun cadavre de plus. À ce stade, Bernard Pesquet a tué au moins 6 fois. Une fois en 41, plus le triple meurtre de Neuilly, plus sa femme, plus l'agent immobilier. Faute de cadavres supplémentaires, on va devoir s'en tenir là. Même si entre nous, les flics du 36 sont certains qu'il en a dessoudé d'autres. Mais bon, c'est comme ça. Son mobile?
Misérable. Le pognon. Sauf dans un cas. Sa femme, Christiane. Elle n'avait pas de fortune personnelle. Mais la concernant, on a peut-être une explication. Une lettre, retrouvée dans le fatras de sa maison. Il est là, le mobile. Voilà ce qu'écrit la dame en 1973. Bernard, tu dis que je suis folle et malhonnête, mais je ne suis pas folle, et mon casier judiciaire est vierge. Je connais désormais ton passé et ton présent. Je n'aurais pas prononcé le oui solennel si j'avais su ce que je sais sur toi. Il faut se dire toute la vérité. Plus de relations sexuelles depuis plusieurs mois. C'est une injure grave qui est un motif de divorce. Depuis 5 ans que nous sommes mariés, c'est beaucoup de temps et d'argent perdu. Tu avais 40 000 francs de dette quand nous nous sommes mariés. Tu ne paies pas tes impôts. Rien qu'avec les majorations d'impôts, j'aurais de quoi m'acheter une voiture. Cesse tes mauvaises habitudes. Décide d'avoir un enfant comme je le désire. Travaille pour acheter une maison qui sera à mon nom. Si tu acceptes ces conditions, je garderai un silence éternel sur ce que je sais. Et ben le voilà, le mobile du meurtre de Christiane. Elle voulait un marmot, une baraque et une voiture contre son silence sur le passé criminel de son mari. Une sorte de chantage, soyons clairs, qu'elle a payé très cher, a priori. Et puis il y a une phrase dans cette lettre qui a peut-être accroché vos esgourdes. Plus de relations sexuelles depuis plusieurs mois, c'est une injure grave qui est un motif de divorce. Il trempait plus le biscuit, nana. Il faisait plus coulisser l'andouillette dans le cresson. Il mettait plus papa dans maman. Est-ce que dans les secrets que sa louloute avait découverts, il y avait le fait que c'était une tentouse, le nana. Souvenez-vous, son premier meurtre en 41, on a toujours pensé que la victime était son amant. Du coup, Christiane n'était peut-être qu'une couverture. Peut-être qu'à côté, il avait un julot. Peut-être que c'est pour ça qu'il l'a tuée, pour ne pas qu'elle répète partout qu'il avait un greluchon. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que cette histoire passionne les journalistes. Les canards l'appellent maintenant le Landru du Val d'Oise. Pendant l'instruction, il assume le meurtre de sa femme et celui de l'agent immobilier, parce qu'ils couchaient ensemble, dit-il. Mais pas celui du couple Bergot et de leur bonne. Mais puisqu'on te dit qu'ils ont été tués par la même arme que les autres, Pesquet, tu vois bien que tu peux pas nier. Moi, je vous dis que je me suis débarrassé du pistolet après le meurtre du geôlot de ma femme. Mais après, je sais pas, peut-être quelqu'un l'a trouvé et qui s'en est servi. Tu racontes des conneries, Pesquet. On l'a retrouvé, le pistolet, chez toi. Tu t'en es pas débarrassé. Mais il refuse d'avouer l'évidence. T'es une sacrée bourrique, nana. Une sacrée bourrique. Cinq meurtres et en récidive. Faut être lucide. Pesquet est bien parti pour la guillotine. S'il veut sauver sa binette, il a intérêt à prendre un bon baveux. Il en a trouvé un. Maître Henri Juramy, c'est un ténor du barreau de Paris. Un humaniste qui n'a pas peur des cas désespérés. C'est ça qu'il te fallait, nana. Un humaniste. Juramy, en plus, a du nez. Il sait que dans 5 ans, en 81, on va fort probablement changer de président. Que Mitterrand est favori. Et qu'il veut abolir la peine de mort. Alors, il fait traîner l'instruction au max. Il multiplie les recours. Bien joué, maître Juramy. Le procès de Bernard Pesquet s'ouvre en avril 1982. Ça fait 5 mois que la peine de mort a été abolie. Faites entrer l'accusé. Quand Pesquet entre dans le box, les journalistes sont un peu désappointés. Avec sa dégaine de Monsieur Tout-le-Monde, son costume bleu, son gilet rouge et ses cheveux bien peignés, Pesquet ne ressemble ni à Landru, ni au docteur Petiot. Et quand il les voit tous le filmer et le photographier, ça l'agace. Vous allez arrêter, bande de crapouilles!
On commence par parler de la mort de sa femme, Christiane. Elle me coûtait trop cher. Alors on s'est engueulé, on a commencé à se bagarrer. Elle a trébuché sur le paillasson et le coup est parti. Si c'est un accident, monsieur Pesquet, vous auriez pu tenter de la sauver. J'ai cherché des pharmacies toute la nuit. Elles étaient toutes fermées. Et quand je suis rentré, elle était morte. Pourquoi l'avoir enterrée dans votre cave? C'était pour la garder près de moi, bien sûr. Et monsieur Francky, alors? Pourquoi l'avoir enterré à côté? Ils avaient l'intention de se marier. J'ai voulu respecter leur souhait d'être l'un près de l'autre, quoi. Pitoyable. Quant aux époux Bergot et à leur bonne, contre toutes les évidences, ça n'est pas lui. Et voilà. À la fin, il est condamné à perpète. Mais figurez-vous que devant la Cour de cassation, il obtient un deuxième procès, auquel il n'assiste pas tous les jours. Mon client a un cancer de la prostate, comme vous le savez sans doute. Il ne pourra pas assister à l'audience d'aujourd'hui. Peu importe, il reprend perpète. Bernard Pesquet est mort à Fresnes en 2009, à l'âge de 87 ans. Il a passé 53 années de sa vie en prison. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'affaire Bernard Pesquet, arrêté en 1976 pour avoir commis 5 meurtres, dont celui de sa femme, alors qu'il avait déjà purgé une peine à perpétuité pour un premier meurtre commis pendant la guerre. Histoire que je débriefe avec vous, Claude Cancès. Vous étiez au 36 quai des Orfèvres à l'époque, c'est l'une de vos premières grosses affaires, et vous l'évoquez d'ailleurs dans votre best-seller qui vient d'être réédité aux éditions Mareuil, l'histoire du 36. J'ai l'impression qu'elle vous a marqué, cette affaire, Cancès. Ah oui, c'est une des affaires qui, nous a le plus marqué, tous les collègues qui ont travaillé sur ce dossier. Et je dois vous avouer qu'en écoutant votre récit, vous avez bien planté le décor, j'ai eu quelques petits frissons parce que c'est une affaire que on n'oublie pas. D'une part, la personnalité de l'auteur, vous l'avez bien décrit, et puis les conditions dans lesquelles il a accompli ses assassinages, si je puis dire, et aussi son comportement. On n'a jamais compris comment il avait avoué spontanément avoir tué sa femme, et là, la soi-disant amant de sa femme, c'était bidon, bien sûr, et avoir toujours chiqué le triple meurtre de Neuilly, alors que tous les éléments, vous l'avez dit, on a découvert chez lui les bijoux, l'arme, les clés de l'appartement, et là, vraiment, on n'a jamais compris pourquoi il n'a pas reconnu un être l'auteur, alors que les aveux, si vous voulez, pour nous, c'était un petit peu la cerise sur le gâteau. Mais vous savez, le flic de la crime, il veut toujours, face à une affaire criminelle, il veut essayer de comprendre. Il se pose des questions, pourquoi et comment. Et là, on n'a pas eu toutes les réponses. Vous pensez qu'il a commis d'autres crimes? Je dis toujours que la qualité principale d'un flic de la crime, c'est d'éviter d'échafauder des hypothèses. Mais quand il est à la retraite, il peut. Oui, non, mais j'entends bien. Non, mais ne vous inquiétez pas, je vais répondre à votre question. Mais il est évident que dans cette affaire-là, dans l'esprit de tous ceux qui ont enquêté sur cet individu, on pense tous qu'entre le moment où il est sorti de prison au bout de 20 ans, en 61 et le moment où il a été arrêté en 76, il n'a pas pu ne pas commettre d'autres... Ça paraît invraisemblable. Alors à l'époque, évidemment, la police n'était pas dotée des moyens dont elle est dotée maintenant. Je pense notamment à la police technique et scientifique. Et peut-être on aurait pu à chaud redresser d'autres affaires. Vous avez vérifié les cartes d'identité retrouvées chez lui? Ça correspond à des gens disparus? Oui. Alors on a effectivement, c'était un... on a eu un coup de chaleur incroyable quand on découvre cette boîte de chaussures. Alors, je ne sais pas si c'était des cartes d'identité ou des passeports, enfin des pièces d'identité. Et
qui avait été dérobée lors d'un vol dans une mairie de je ne sais plus laquelle, mais enfin, donc c'est... C'est pas forcément des avec personnes assassinées. Voilà. Je voudrais que vous nous parliez du personnage Claude Cancès. Il ressemble pas du tout à l'idée qu'on se fait d'un tueur en série. Oui et non. Lorsque les collègues l'introduisent dans mon bureau, vous savez, j'occupais à cette époque-là le bureau qui était à côté du bureau du patron, Pierre Ottavulli, le Maigret du 36. Et lorsque les collègues font pénétrer Bernard Pesquet dans mon bureau, Pierre Ottavioli était là et on se regarde tous les deux. On a commenté cette rencontre plus tard. On a vu dans le regard de Pesquet le regard du tueur. C'est la seule fois dans ma carrière, et je pense que c'était pareil pour Ottavioli, pour tous les collègues qui étaient là, quelque chose, un regard glaçant. Il fuyait votre regard, mais lorsque vous réussissiez à l'accrocher, ce regard était glaçant. Et vous savez, quand on revoit les portraits de Potiot, là, il y avait dans le regard quelque chose de similaire. C'est un regard de psychopathe ? Oui, si vous voulez, oui. Tous les tueurs en série sont psychopathes. Alors lui, certes, manifestement, ce qui l'intéresse d'abord, c'est l'argent. Mais enfin, cette capacité à tuer 3 personnes pour piquer 2 lingots... Oui, vous savez, l'un des ancêtres de Maigret, le commissaire Massé, a bien défini le crime. Il a dit que le crime a toujours pour mobile l'amour ou la haine, la vengeance ou l'ambition, l'orgueil ou la cupidité, et parfois, quelquefois même, souvent plusieurs de ces passions réunies. Et il ajoute, mais quel que soit le ressort, chaque assassin tient à parfaire son acte d'un grain de perversité qui lui est propre et qui fait de chaque affaire criminelle quelque chose d'unique. Et cette affaire était effectivement une affaire unique. Alors il y a un truc qui est pervers, puisqu'on parle de perversité, c'est ce moment quand même où il devient un notable à Pierrelet, sous prétexte qu'il embauche des repris de justice pour les réinsérer. Oui, là, vous savez, c'est le double visage du personnage. Hein, c'est ça, il apparaît dans son quartier comme un type très, très humain qui fait du bien autour de lui. Mais en même temps, il imposait à la plupart de ses collaborateurs des relations sexuelles. Il était homosexuel et ça, vous êtes formel là-dessus, il était homosexuel. Ah, écoutez, d'après les archives que nous avons consultées lors de son premier assassinat en 1941, il a été établi que la personne qui l'a tué, je crois qu'il s'appelait Kibel, oui, était une relation, ils avaient des relations homosexuelles, oui. Et est-ce que c'est pour ça, du coup, qu'il tue sa femme? Parce qu'elle sait, elle dit, on couche plus ensemble. Sa femme, et sa femme découvre, au départ, elle ne sait pas, et c'est pour ça qu'on découvre cette fameuse lettre que vous avez citée, d'ailleurs, dans laquelle elle lui fait part du fait qu'elle veut partir, quoi. Revenons à un truc que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est effectivement très intriguant. Pourquoi est-ce qu'il a vu tous les meurtres, sauf celui des Bergot? Eh oui, c'est ce on n'a jamais compris. On n'a jamais compris. Pourquoi je sais pas, parce que c'était... On le prend chaud, il était dans le salon lorsqu'on descend à la cave avec les collègues de la PJ de Versailles. Je souligne que c'est la PJ de Versailles qui a poursuivi l'enquête sur les 2 cadavres, puisqu'on était sur le ressort de Versailles. Et vous étiez hors secteur du 36. Pardon ? Vous étiez hors secteur du 36. C'est ça, on était hors ressort, oui. Nous n'étions pas compétents pour travailler sur ce secteur. Donc il avoue pas. Il avoue pas parce que c'est terrible, parce que c'est horrible, parce que 3 d'un coup, c'est beaucoup. Possible, je sais pas. Je suis pas sûr. Vous savez, on a, dès le départ, cette enquête est étonnante parce qu'on découvre un appartement dans un état. On avait le sentiment que le ou les auteurs s'étaient acharnés à chercher quelque chose mais vraiment c'était les 2 cadavres dans la ruelle, la femme de ménage sur la cuvette des toilettes qui avait été étranglée et tuée d'une balle dans la tête, et puis tout était fouillé, tout était sans dessus dessous.
on a retrouvé heureusement cette fameuse lettre qui annonçait sa visite le jour même. Si vous voulez, l'enquête au départ était relativement facile. Hein. On avait un suspect, c'était même, on n'y croyait pas au départ. Hein. On n'y croyait pas au départ, à telle enseigne que, vous savez, c'était la police du Moyen-Âge un peu. Hein. Et lorsqu'on rentre au 36 le soir et que mes collaborateurs font les recherches au fichier, ce qu'on appelle le fichier central, et on leur dit, il y a bien un dossier criminel, mais il est au Chenet. Vous pourrez le consulter que demain matin. Alors, dossier criminel, ça ne veut rien dire. Vous pouvez être entendu comme témoin dans une affaire criminelle. Donc, mais le lendemain, quand mes collègues vont le chercher à Neuilly et qu'on m'apporte le résultat des recherches condamné à perpétuité pour assassinat, je peux vous dire qu'à l'époque, on avait des moyens radio pas très, très efficaces. J'ai réussi à les joindre, à leur demander de s'arrêter au commissariat le plus proche et surtout de bien veiller à ramener, à pesquer au 36. Ce qui m'a bien intéressé en racontant cette histoire, c'est qu'elle renvoie à une époque qui a duré jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en fait, je dirais jusqu'à la fin des années 90, une époque où les policiers du 36 étaient des stars. Vous donniez des interviews à l'époque, vous aviez beaucoup plus de liberté qu'un flic d'aujourd'hui. Il est évident que le commissaire Ottavioli, le commissaire Leclerc, le commissaire Broussard, Pellegrini et compagnie, avaient, en accord avec les magistrats, on s'entendait d'ailleurs très, très, très bien avec les magistrats, les prog, les juges d'instruction ne souhaitaient pas être mis en vedette, etc. Et Pierre Ottavioli, Broussard se prêtaient au jeu des médias et évidemment avait été très, 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 très connu dans le monde médiatique. Oui. Ça a totalement disparu. On ne connaît plus le nom d'un seul patron de la crime. C'est exact. Alors évidemment, les magistrats ont pris le relais. Et les avocats, j'ai envie de dire, les stars sont devenus les avocats. Oui, aussi, vous avez tout à fait raison, Christophe, vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup, Claude Cancès, ancien patron de la crime, auteur d'un best-seller qui s'appelle Histoire du 36, que vraiment je vous recommande, mais c'est épais. Hein. Je veux dire, vous en avez pour une bonne semaine à vous le torturer aux éditions Mareuil. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.